Ma femme a cru au mensonge de sa meilleure amie, qui prétendait que je l'avais trompée, et ça a détruit notre couple. Mais quand la vérité a enfin éclaté, elle n'était pas prête pour ce que j'ai fait ensuite. J'ai 35 ans, je vis à Bordeaux, et je viens de finaliser mon divorce avec mon ex-femme Élodie. On a été ensemble pendant 6 ans, mariés depuis 2. Franchement, avec du recul, j'aurais dû voir venir la catastrophe. Les signaux étaient là depuis le début. Mais bon, je les ai ignorés. Parce que je l'aimais. Ou du moins, je croyais que je l'aimais. Les premières fissures dans notre relation avaient un nom, Sophie, la meilleure amie d'Élodie. Tu sais, ce genre de personne que tu rencontres une fois, et tu sais tout de suite qu'elle va semer le chaos? Voilà. C'était elle. Sophie était bruyante, égocentrique, et elle avait toujours besoin qu'on la regarde. Dès la première fois, j'ai senti qu'elle me scrutait, comme si elle cherchait déjà une faille. Mais Élodie, elle, ne voyait rien. Pour elle, Sophie, c'était son pilier depuis la fac. Celle qui avait toujours été là. Alors je me suis dit, ok, je vais faire avec, parce qu'elle compte pour Élodie. Mais sérieusement, Sophie savait comment appuyer là où ça fait mal. Tout a vraiment dérapé pendant les préparatifs du mariage. J'ai demandé Élodie en mariage après 3 ans ensemble. On vivait déjà sous le même toit. C'était la suite logique. Elle était super heureuse. Et pour être honnête, moi aussi. Au début. Puis Sophie a commencé à mettre son grain de sel. D'abord, elle a critiqué notre palette de couleurs. Trop basique, selon elle. Franchement, je m'en fichais. Mais ensuite, elle s'est plainte du traiteur. Elle disait qu'on devait prévoir des options véganes, parce que soi-disant la moitié des invités les préférerait. En réalité, il y avait quoi? 2 végans. Pas plus. Et là, elle a carrément exigé de défiler dans l'allée avant les demoiselles d'honneur. Oui, tu as bien entendu. Elle voulait son propre moment. Elle a dit, texto, j'ai été là pour Élodie à chaque rupture, à chaque moment dur. Cette journée, c'est pour célébrer ceux qui l'ont toujours soutenue, pas juste le mariage. J'ai cru à une blague. Sérieusement, qui ose demander ça? Mais Élodie a juste hoché la tête. Je la voyais céder. En direct. J'ai tenté de réagir. Je lui ai dit, c'est notre mariage. Pas un show pour Sophie. Ta sœur est déjà ta demoiselle d'honneur. C'est largement suffisant. Élodie s'est braquée, en disant que je faisais tout un plat. Et Sophie, elle, a sorti un grand numéro. Genre, waouh, je savais pas que ton futur mari était aussi contrôlant. Ça m'a piqué. Mais Élodie n'a rien dit pour me défendre. Elle m'a juste dit plus tard, c'est un petit détail. Si ça la rend heureuse, où est le problème? Résultat, Sophie a eu son entrée triomphale. Elle a traversé l'allée comme si c'était son propre mariage. Je voyais mes parents, au premier rang, me lancer des regards gênés. Mais j'ai serré les dents et souri pour les photos. Je me suis dit qu'une fois mariée, ce genre de conneries s'arrêterait. Que Sophie aurait moins de place dans notre vie. Quelle erreur. Après le mariage, elle n'a pas disparu comme je l'espérais. Pire, elle s'est incrustée encore plus. À chaque fois qu'on parlait du week-end, son nom sortait. Comme une habitude. J'ai déjà dit à Sophie qu'elle pouvait venir. Ou, Sophie pense qu'on devrait plutôt aller dans tel resto. C'était devenu automatique. Comme si on ne pouvait plus rien décider sans son avis. J'ai essayé d'en parler calmement à Élodie. Je lui ai dit, écoute, je suis content que tu aies une amie proche. Mais là, j'ai l'impression qu'elle est partout. On peut poser quelques limites. Mais non. Élodie s'est braquée encore une fois, c'est ma meilleure amie. Je peux pas juste l'écarter. Tu ne comprends pas tout ce qu'elle a fait pour moi. Peut-être. Peut-être que je ne comprenais pas les années fac, les ruptures, tout ça. Mais je comprenais une chose, Sophie ne me respectait pas. Et notre mariage non plus. Et Élodie était trop aveuglée pour le voir. J'ai voulu croire que Sophie ne faisait pas exprès de s'imposer. Qu'elle ne savait juste pas comment prendre du recul. Mais en vrai, je savais. Elle ne m'aimait pas. Point final. Et plus elle s'immisçait dans notre quotidien, plus c'était évident. Pourquoi je n'ai pas posé de limite plus tôt? Bonne question. Peut-être que je ne voulais pas créer de conflit. Ou que j'avais peur qu'Élodie s'éloigne. Mais c'était une erreur. En gardant le silence, j'ai laissé Sophie croire qu'elle avait le droit de s'immiscer dans notre mariage. Et quand j'ai réalisé à quel point elle était ancrée, c'était trop tard. 1 an après le mariage,
Élodie et moi avions trouvé un rythme. Le boulot, des soirées tranquilles, des séries le week-end. C'était pas parfait, mais c'était bien. Paisible même. Jusqu'à ce que Sophie débarque chez nous, en larmes, comme si sa vie s'écroulait. C'était un vendredi soir. On allait faire des pâtes, regarder un film. J'étais en train de couper des oignons. Puis, la sonnette a retenti. Élodie est allée ouvrir. Et là, quelques secondes plus tard, j'ai entendu des sanglots. J'ai passé la tête dans le couloir, et je l'ai vue. Sophie. Accrochée à Élodie comme une naufragée. Elle avait un sac de sport sur l'épaule, et du mascara qui dégoulinait sur ses joues. Elle pleurait, il m'a quitté. Je peux pas traverser ça toute seule. Pas cette fois. Élodie la fit entrer en me lançant un regard du genre on en reparle plus tard. Je restais là, un couteau à la main, avec l'impression de me retrouver au beau milieu d'un cauchemar. Sophie s'affala sur notre canapé en marmonnant que son copain, avec qui elle était depuis 2 ans, venait de la larguer du jour au lendemain. Élodie s'assit à côté d'elle, lui tenant la main, hochant la tête avec compassion. Moi, je suis resté dans la cuisine à essayer de me concentrer sur les pâtes, mais à force de l'écouter déblatérer, je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre toute l'histoire. Apparemment, son copain, Julien, l'avait largué par texto, parce qu'il avait l'impression qu'ils n'étaient pas compatibles. Sophie, évidemment, jurait qu'elle avait été la copine parfaite, et que Julien était juste un mec émotionnellement indisponible. « Tu as un endroit où dormir ce soir ?» lui demanda doucement Élodie. Sophie renifla, en jetant un coup d'œil dans ma direction, avant de répondre « non. Je peux pas rentrer chez mes parents, ils vont juste me dire je te l'avais bien dit. Et les autres sont tous occupés. Je savais pas où aller d'autre. Je voyais très bien où tout ça allait, et ça ne me plaisait pas. » Sans surprise, Élodie se tourna vers moi, « Ça te dérangerait si Sophie restait ici quelques jours ? Juste le temps qu'elle se remette un peu. » Qu'est-ce que j'étais censé dire ? Non, ta meilleure amie peut pas rester ici, alors qu'elle était visiblement en détresse ? Alors j'ai hoché la tête avec un faux sourire. Oui, bien sûr. Au début, j'ai essayé d'être patient. Sophie était brisée, je comprends, une rupture, ça fait mal. Les 2 premiers jours, je suis resté à l'écart, laissant Élodie gérer. Mais à la fin de la semaine, c'était clair, quelques jours se transformaient en on n'en sait rien. Sophie ne faisait pas que loger chez nous. Elle avait carrément pris possession de la chambre d'amis. Une pièce qu'Élodie et moi avions toujours gardée propre et bien rangée. C'était devenu un champ de bataille. Des fringues partout, par terre, sur le lit, pendues à la chaise. Des gobelets de café vides et des boîtes à emporter s'empilaient sur la table de nuit. On aurait dit la chambre d'une ado après une rupture. Sauf que Sophie avait 34 ans. Elle squattait le salon comme si c'était chez elle, regardant des émissions de télé-réalité à fond les ballons, en monopolisant le canapé. 2 fois, je suis rentré du travail pour la trouver affalée en pyjama, en train de manger des chips directement dans un paquet géant, sans même lever les yeux quand je suis entré. Elle a juste balancé un salut entre 2 bouchées. La cuisine non plus n'était pas épargnée. Sophie n'était pas vraiment une grande cuisinière, mais ça ne l'empêchait pas d'utiliser nos casseroles et nos poêles comme si elle passait un casting pour une émission culinaire. Le problème, c'est qu'elle ne nettoyait jamais rien derrière elle. Le matin, je me réveillais avec l'évier rempli de vaisselle sale, et des restes de plats à moitié mangés traînaient sur le plan de travail. Un soir, j'ai essayé d'en parler à Élodie. Je sais que Sophie traverse une période compliquée, j'ai dit, mais elle se comporte comme si on tenait un hôtel. C'est pas juste pour nous. Élodie avait l'air tiraillée. Je sais que c'est pénible, mais elle n'a nulle part où aller. Elle a juste besoin d'un peu plus de temps. Un peu plus de temps, j'ai répété. Ça fait 2 semaines. Tu veux qu'on supporte ça encore combien de temps ? Elle a hésité. Je vais lui en parler. Mais quand elle l'a fait, ça n'a servi à rien. Sophie a retourné la situation, comme toujours, en se posant en victime. Je suis désolé si ma présence est un tel fardeau, a-t-elle lancé d'un ton théâtral, les larmes aux yeux. Je partirai si c'est ce que vous voulez. Et bien sûr, Élodie s'est empressée de la rassurer. Non, non, c'est pas ça du tout, on veut juste que tu ailles mieux. C'était insupportable. Sophie savait exactement comment manipuler Élodie, et Élodie tombait dans le panneau à chaque fois. La goutte d'eau, ça a été au bout d'1 mois. Un samedi matin, je suis allé dans le jardin pour chercher mes outils. J'avais un petit projet de bricolage en cours. Et là, surprise. Ma perceuse, ma scie et plein d'autres outils traînaient sur la terrasse. Sophie était assise dans l'herbe, entourée de bouts de bois qu'elle peignait dans des couleurs fluo.
C'est quoi ça? J'ai demandé en montrant le bazar. Elle a levé les yeux, tranquille, c'est pour ma thérapie. Ma psy m'a conseillé de faire quelque chose de créatif pour gérer mes émotions. Je l'ai regardée, interloqué. T'as fouillé dans mes outils sans me demander. Elle a haussé les épaules, je pensais pas que ça te dérangerait. C'en était trop. J'étais à bout. Je suis retourné à l'intérieur et j'ai trouvé Elodie dans la cuisine. Elle doit partir, j'ai dit fermement. Je ne demande plus, j'impose. Elodie m'a regardé, surprise par mon ton. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Elle se comporte ici comme si c'était son terrain de jeu personnel. J'en ai marre, Elodie. J'ai été patient, mais là, ça ne fonctionne plus. Elle doit partir. Elodie a soupiré en se frottant les tempes. D'accord. Je vais lui reparler. Mais cette fois, je ne lui ai pas laissé le choix. Je me suis assis avec elle deux, et j'ai posé les choses clairement. Sophie, on a fait de notre mieux pour te soutenir. Mais ça fait un mois maintenant. Ce n'est plus tenable. Il faut que tu commences à chercher un autre endroit où loger. Sophie ne l'a pas bien pris. Elle m'a accusé d'être sans cœur, de ne pas comprendre ce qu'elle traversait. Tu me vires alors que je suis au plus bas, elle a dit en me lançant un regard noir. Bravo, vraiment. Quel super ami tu fais. Je ne me suis pas laissé avoir par sa culpabilisation. Je ne te mets pas dehors aujourd'hui. Mais tu dois trouver un autre endroit. On t'a laissé largement assez de temps. Elodie avait l'air tiraillée, mais pour une fois, elle n'a pas pris le parti de Sophie. En moins d'une semaine, Sophie était partie. Elle est partie fâchée, marmonnant que j'avais toujours été un maniaque du contrôle et qu'Elodie méritait mieux. Quand elle est partie en voiture, j'ai senti un poids énorme se lever de mes épaules. Pour la première fois depuis des semaines, la maison redevenait vraiment la nôtre. Mais même là, je savais que ce n'était pas la dernière fois qu'on entendrait parler de la vraie Sophie. Les dégâts ont commencé un samedi après-midi banal. Elodie était sortie pour son brunch habituel avec Sophie. Je n'étais pas enchanté, mais bon, ça faisait des mois que j'avais arrêté de faire des remarques là-dessus. À quoi bon? Sophie ferait toujours partie de la vie d'Elodie, peu importe ce que je disais. Je suis resté à la maison, en profitant du calme pour faire quelques corvées, les courses, le linge, un peu de jardinage. Quand Elodie est rentrée, j'étais dans la cuisine, en train de ranger les courses. Je l'ai saluée comme toujours, mais quelque chose clochait. Elle a à peine soufflé un salut et est allée directement dans la chambre. Je suis resté là quelques secondes, avec un sac de pommes à la main, en me demandant si j'avais fait quelque chose de travers. Peut-être qu'elle était juste fatiguée. J'ai haussé les épaules et je me suis remis à ranger. Mais toute la journée, Elodie était distante. Vraiment distante. Elle évitait mon regard, répondait à mes questions par des oui, non, bof, et passait son temps collé à son téléphone. Je lui ai demandé plusieurs fois si quelque chose n'allait pas, mais elle m'a juste dit ça va, d'un ton sec. Clairement, non. J'ai supposé que Sophie avait encore déballé ses dramas habituels, et qu'Elodie avait besoin de temps pour digérer. Mais ce soir-là, les choses sont devenues bizarres. Elle a à peine touché à son assiette au dîner et est allée se coucher tôt. Quand je l'ai rejointe plus tard, elle était recroquevillée à l'extrémité du lit, faisant semblant de dormir. Je suis resté là, allongé, à fixer le plafond, en me demandant ce qui clochait. Le lendemain matin, j'ai décidé d'aborder le sujet de front. Elodie, sérieusement. Qu'est-ce qu'il se passe? Tu agis bizarrement depuis que tu es rentrée du brunch. Elle a hésité un moment, sans me regarder, puis elle a dit, je dois te poser une question, et j'ai besoin que tu sois honnête. Ok, j'ai répondu, avec un nœud qui se formait dans mon ventre. Qu'est-ce qu'il y a? Elle s'est enfin tournée vers moi, le visage partagé entre la colère et la peine. Est-ce que tu étais avec quelqu'un d'autre hier? J'ai cligné des yeux, complètement pris au dépourvu. Quoi? Non. De quoi tu parles? Sa voix est devenue plus tranchante. Sophie a dit qu'elle t'avait vu sur un parking. Elle a dit que tu étais dans ta voiture en train d'embrasser une femme. Pendant une seconde, je ne savais même pas quoi répondre. C'était tellement absurde que j'ai failli en rire. Mais quand j'ai vu le sérieux dans les yeux d'Elodie, la surprise a laissé place à la frustration. Elodie, c'est ridicule. Je n'étais avec personne. J'étais en train de faire les courses. Elle a décrit ta voiture, a-t-elle lâché. Elle a dit que tu portais ta veste marron. Elle connaissait même le parking, près de la petite galerie sur la rue principale. J'avais l'impression d'être dans un mauvais rêve. Oui, parce que j'étais à cette galerie. C'est là qu'est le supermarché.
Je n'étais pas en train d'embrasser qui que ce soit. J'achetais du lait et du pain. Élodie a croisé les bras, en me fixant. Alors pourquoi Sophie aurait dit ça? Cette question, c'est ce qui m'a le plus énervé. Pas tu es sûr qu'elle se trompe? Ou il pourrait y avoir une confusion? Non. Juste, pourquoi elle mentirait? Comme si c'était impossible que Sophie invente un truc pareil. J'en sais rien, Élodie, j'ai dit en haussant le ton. Pourquoi tu ne lui demandes pas? Parce que moi, je n'ai rien fait de mal. Mais elle n'écoutait pas, je sais pas quoi penser, elle a murmuré en secouant la tête. Sophie ne mentirait pas sur un truc pareil. Là, j'ai pris un coup en pleine poitrine. Elle ne savait pas quoi penser. Après tout ce qu'on avait vécu. Elle ne pouvait pas me faire confiance, à moi, plutôt qu'à Sophie. Je me suis levé, j'ai commencé à faire les 100 pas dans la pièce. Tu me connais depuis 6 ans. Tu crois vraiment que je te tromperais? Et dans un parking, en plus? Est-ce que ça ressemble à ce que je ferais? Élodie n'a pas répondu. Elle est restée là, à fixer ses mains. J'ai besoin de réfléchir, elle a fini par dire, à peine audible. Les jours suivants ont été un enfer. Élodie ne me parlait presque plus. Elle s'est installée dans la chambre d'amis, disant qu'elle avait besoin d'espace. Chaque fois que j'essayais de relancer la discussion, elle me coupait, je ne suis pas prête à parler, ou, j'ai besoin de temps. Pendant ce temps, moi, je marchais comme dans un brouillard de colère et d'incompréhension. Je n'arrêtais pas de penser à Sophie. C'était exactement le genre de chaos dans lequel elle se complaisait. Mais ce que je ne comprenais pas, c'était pourquoi. Pourquoi aller aussi loin? Pourquoi mentir sur quelque chose d'aussi grave? Elle me détestait à ce point-là? Et en même temps, je ne pouvais pas ignorer le vrai problème, la réaction d'Élodie. Le fait qu'elle ne m'ait même pas laissé le bénéfice du doute en disait plus long sur notre mariage que tous les mensonges de Sophie réunis. Si elle faisait plus confiance à Sophie qu'à moi, qu'est-ce que ça voulait dire pour nous? Une semaine plus tard, Élodie a fait sa valise et elle est partie. Elle ne m'a même pas dit où elle allait. Juste qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. Je n'ai pas essayé de la retenir. J'étais trop fatigué pour me battre. Le lendemain matin, j'ai reçu un message, je pense qu'il vaut mieux qu'on se sépare pour l'instant. Mon avocate enverra les papiers. Voilà. Pas de discussion. Pas de tentative de sauver quoi que ce soit. Juste un texto et un avocat. C'était comme si notre mariage entier avait été balayé, à cause d'une histoire ridicule. Je ne savais même pas comment encaisser ça. Une part de moi voulait me battre, prouver mon innocence, faire entendre raison à Élodie. Mais une autre part de moi était juste, vidée. Si elle était prête à tout jeter si facilement, alors peut-être que je ne voulais plus sauver ce mariage. Dans les semaines qui ont suivi, les choses ont empiré. Les rumeurs sur notre séparation ont commencé à circuler, et Sophie s'est bien assurée que tout le monde connaisse sa version de l'histoire. Nos amis communs se sont mis à agir bizarrement avec moi, à éviter mon regard, ou à me lancer des phrases floues du style « tu devrais prendre soin de toi ». Même ma propre famille posait des questions gênantes, comme « Y a-t-il une part de vérité dans ce qu'on dit ?» J'avais l'impression de vivre un cauchemar éveillé. À chaque coin de rue, un nouveau rappel de la vitesse à laquelle les gens peuvent se retourner contre toi. Et pendant tout ce temps, Élodie restait silencieuse. Pas d'appel, pas de message, rien. Le vide total. Au début, j'étais en colère. Plus en colère que je ne l'avais jamais été. Mais à force, cette colère s'est transformée en quelque chose de plus froid. De plus dur. Si Élodie ne me faisait même pas assez confiance pour avoir une conversation, alors peut-être que je n'avais pas besoin d'elle dans ma vie. Je n'allais pas supplier. Pas pour quelqu'un qui ne croyait pas en moi. Qu'elle prenne le temps qu'elle voulait. Qu'elle reste sous l'influence de Sophie. Moi, j'avais fini de me battre pour un mariage où j'avais toujours été en deuxième place derrière sa soi-disant meilleure amie. Si c'est comme ça que ça devait finir, alors soit. 2 mois après le départ d'Élodie, un jeudi soir, il s'est passé quelque chose auquel je ne m'attendais pas. J'étais tranquillement en train de dîner, scrollant sur mon téléphone, quand j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Salut, c'est Marissa. Je sais que Sophie a menti à ton sujet. On peut parler? Je suis resté figé devant l'écran, cherchant à me rappeler qui était cette Marissa. Le nom me disait vaguement quelque chose. Un truc à propos d'une soirée où Sophie et Élodie m'avaient traîné il y a quelques années. Mais pourquoi elle m'écrivait maintenant? Mon premier réflexe, c'était d'ignorer. Mais la manière dont elle avait formulé ça, je sais que Sophie a menti, m'a rendu curieux. J'ai répondu, tu parles de quel mensonge?
Sa réponse est arrivée quasi instantanément. À propos de la trahison. Sophie a avoué avoir inventé toute l'histoire. Je pense que tu dois voir les preuves. Le lendemain, j'ai rencontré Marissa dans un petit café du centre-ville. Elle était déjà là quand je suis arrivé, assise près de la fenêtre, en train de tripoter son téléphone. Je me suis assis en face d'elle, partagé entre la curiosité et une boule au ventre. Merci d'être venu, m'a-t-elle dit avec nervosité. Je savais pas si t'aurais envie de parler. Eh bien, me voilà, j'ai répondu. C'est quoi, cette histoire de mensonge de Sophie? Elle a sorti son téléphone et a ouvert une conversation de texto. Je suis ami avec Sophie depuis longtemps, mais là, je peux plus me taire. Tu dois savoir ce qui s'est vraiment passé. Elle m'a tendu son téléphone, et j'ai commencé à lire. Les messages entre elle et Sophie étaient hallucinants. Sophie, OMG, Elodie l'a enfin quitté. Elle m'a cru. Lol. Pauvre gars. Marissa, de quoi tu parles? Sophie, je lui ai dit que je l'avais vu embrasser une nana au hasard dans sa voiture. Tu aurais vu sa tête. Inoubliable. Véronica, attends, t'es sérieuse? Pourquoi t'as fait ça? Sophie, parce que c'est un connard autoritaire, et elle est trop conne pour s'en rendre compte. Fallait que je l'aide. J'ai continué à faire défiler, les mains tremblantes de rage. Sophie, c'est pas comme si leur mariage allait durer de toute façon. Elodie est tellement naïve, elle croit tout ce que je lui dis. Marissa, c'est malsain, Sophie. Sophie, on s'en fout. Elle est mieux sans lui. Et au moins, maintenant, j'ai plus à entendre parler de leur mariage parfait. Burk. Je n'ai pas pu continuer. J'ai rendu le téléphone à Marissa, la mâchoire tellement crispée que j'en avais mal. Elle a vraiment dit tout ça, j'ai murmuré. Marissa a hoché la tête, visiblement bouleversée. Oui, elle s'en vantait. Comme si c'était un exploit. Au début, je ne l'ai pas cru. Mais quand elle a commencé à se moquer d'Elodie, en la traitant de naïve, j'ai compris à quel point tout ça était tordu. Je suis resté là, essayant de digérer ce que je venais de lire. Sophie n'avait pas seulement menti. Elle avait saboté mon mariage. Et elle s'était même moquée d'Elodie au passage. Elle avait manipulé sa meilleure amie, uniquement par pur égoïsme et méchanceté. Pourquoi tu me dis ça maintenant? J'ai fini par demander. Pourquoi pas plus tôt? Marissa a baissé les yeux vers son café. Je sais pas. J'avais peur, j'imagine. Sophie peut être intense. Mais je pouvais plus me taire. C'est pas juste pour toi. Et c'est pas juste pour Elodie non plus. J'ai pris des captures d'écran des messages et je les remerciais d'avoir eu le courage de venir. Sur le chemin du retour, je n'arrêtais pas de repasser la conversation dans ma tête. J'étais pas juste en colère. J'étais furieux. Furieux contre Sophie pour être aussi manipulatrice, aussi toxique. Furieux contre Elodie pour être tombée dans le panneau si facilement. Et furieux contre moi-même, pour avoir laissé Sophie s'en tirer aussi longtemps. Mais au-delà de ça, je me sentais soulagé. Pendant des mois, j'avais vécu avec ce doute, cette culpabilité, en me demandant si j'aurais pu faire les choses autrement. Et là, j'avais la preuve que rien de tout ça n'était ma faute. Sophie m'avait piégé depuis le début. Et Elodie avait foncé droit dans son jeu. Quand je suis rentré, ma colère s'était refroidie. Je n'avais pas envie d'exploser ou de balancer des reproches. Non. J'allais gérer ça proprement. D'abord, j'ai transféré les captures à mon avocat, avec un simple message, voilà ce qui s'est vraiment passé. Dis-moi comment on peut utiliser ça. Ensuite, je me suis assis, le téléphone à la main, hésitant. Est-ce que je devais écrire à Elodie? Une partie de moi n'en voyait pas l'intérêt. Elle avait déjà choisi son camp. Mais une autre partie pensait qu'elle méritait de savoir la vérité. Même si ça ne changeait rien. Au bout de quelques minutes, j'ai tapé « Il faut qu'on parle ». C'est important. Sa réponse est arrivée plus vite que je ne l'aurais cru, « Qu'est-ce que tu veux ?» J'ai gardé ça simple, j'ai la preuve que Sophie a menti. Est-ce qu'on peut se voir? Tu dois voir ça. Long silence, puis, d'accord. Demain après-midi. J'ai proposé un parc près de son nouvel appart. Elle a accepté. Et voilà. Je ne voulais pas la reconquérir. C'était plus ça, mon but. Mais je voulais qu'elle sache. Au moins pour laver mon nom. Une partie de moi voulait lui coller le téléphone sous le nez et la laisser encaisser. Mais je savais que je devais rester calme. Le dernier truc que je voulais, c'était qu'elle pense que je réagissais de façon émotive.
Quand Élodie est arrivée le lendemain, elle avait l'air tendue. Presque nerveuse. Elle portait son habituelle tenue décontractée, sweat à capuche et jean. Mais elle n'avait plus cette assurance qu'elle avait autrefois. Elle m'a repéré et m'a fait un petit signe de la main avant de s'approcher. De quoi il s'agit, a-t-elle demandé, les bras croisés. Je ne lui ai pas fait perdre de temps. J'ai sorti mon téléphone, ouvert les captures que Marissa m'avait envoyées et je lui ai tendu. Lis ça, j'ai dit, d'un ton neutre. Élodie m'a regardé sans comprendre, puis elle a pris le téléphone et a commencé à faire défiler. Au début, son visage ne montrait rien. Mais plus elle lisait, plus son expression changeait. Ses yeux se sont écarquillés, sa bouche s'est ouverte. Et quand elle est arrivée au dernier message, elle était pâle. Elle m'a rendu le téléphone, les mains tremblantes. Elle a menti, a-t-elle murmuré, comme pour elle-même. Ouais, j'ai dit, en essayant de garder mon calme. Elle a menti sur tout. Elle a inventé l'histoire de la trahison, juste pour qu'on se sépare. Et apparemment, elle trouvait ça hilarant. Élodie s'est assise sur le banc à côté de moi, les yeux rivés au sol. Je savais pas, a-t-elle soufflé. Je pensais pas qu'elle serait capable de. Tu pensais pas qu'elle te mentirait, j'ai coupé, plus sèchement que prévu. C'est ça le problème, Élodie. Tu n'as pas pensé. Tu n'as même pas douté. T'as juste cru ce qu'elle disait et tu m'as jeté sous un bus. Elle a tressailli à mes mots, mais elle n'a rien répondu. Tu sais à quel point ça a été humiliant, j'ai continué. Mes amis, ma famille, même mes collègues, tout le monde me regardait comme si j'étais un salaud. Tout ça parce que t'as pas pris 2 secondes pour me demander ce qui s'était vraiment passé. Des larmes ont commencé à monter dans ses yeux. Je pensais bien faire, a-t-elle dit. Sophie est ma meilleure amie depuis des années. Je lui faisais confiance. Ouais, et cette confiance t'a coûté ton mariage, j'ai répondu, sans détour. Élodie m'a regardé, les larmes coulant sur ses joues. Je suis désolée, dit-elle, la voix brisée. Je savais pas. Je te jure, je savais pas, c'est bien ça le problème, j'ai dit, plus doucement mais toujours ferme. Tu savais pas. Parce que tu ne m'as même pas laissé une chance. Tu lui faisais plus confiance qu'à moi. Et ça en dit long sur ce que tu pensais de notre relation. On est resté silencieux quelques minutes, le poids de tout s'a suspendu entre nous. Finalement, Élodie a repris la parole. Je vais couper les ponts avec elle, dit-elle d'une voix étouffée. Je ne lui parlerai plus jamais. On peut arranger les choses. On peut voir un conseiller, essayer de comprendre. Je suis prête à faire tout ce qu'il faut. J'ai soupiré, en passant une main dans mes cheveux. Une part de moi avait envie de la croire. Mais la vérité, c'est que le mal était déjà fait. Elle avait choisi Sophie, sans hésiter. Je crois pas qu'on puisse arranger ça, j'ai dit enfin. C'est pas seulement ce que Sophie a fait. C'est la facilité avec laquelle tu l'as cru. Le peu de confiance que tu avais en moi. Ça, c'est pas quelque chose qu'on répare avec une séance de thérapie. Élodie s'est mise à pleurer plus fort. J'ai été stupide, sanglotait-elle. J'aurais dû te parler. J'aurais dû te faire confiance. Donne-moi juste une autre chance. J'ai secoué la tête. Je suis désolé, Élodie. Mais je peux pas. C'est pas juste une question de pardon. C'est une question de confiance. Et une fois qu'elle est brisée, c'est presque impossible de la reconstruire. Elle pleurait toujours. Et pendant une seconde, j'ai presque eu de la peine pour elle. Presque. Mais ensuite, je me suis souvenu de toutes les nuits passées seule. De tous les amis qui m'ont tourné le dos. De tous les moments où j'ai remis ma valeur en question, parce qu'Élodie m'avait jeté aussi vite. Et là, ma compassion s'est envolée. Je pense qu'il vaut mieux qu'on passe tous les deux à autre chose, j'ai dit en me levant. J'aurais aimé que les choses soient différentes, mais voilà où on en est. Élodie n'a pas essayé de me retenir. Elle est juste restée là, la tête dans les mains, en larmes, pendant que je m'éloignais. Je ne me suis pas retourné. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de reprendre le contrôle de ma vie. Plus tard dans la soirée, Élodie m'a envoyé un long message. Encore des excuses, encore une demande de seconde chance. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à dire. Le mensonge de Sophie avait peut-être été le déclencheur, mais c'est le manque de confiance d'Élodie qui avait détruit notre mariage. Et à ce stade, je n'avais plus envie de réparer quelque chose d'aussi irrémédiablement brisé. À la place, j'ai transféré les captures d'écran à quelques amis communs qui m'avaient tourné le dos. Je n'ai ajouté aucun commentaire. Je les ai laissés lire.
En quelques heures, mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt. Des messages d'excuses, des marques de soutien. Je n'arrive pas à croire que Sophie ait fait ça, a écrit l'un d'eux. Désolé d'avoir douté de toi. Tu ne méritais pas ça, a dit un autre. Dis-moi si je peux faire quelque chose. C'était agréable d'avoir enfin un peu de reconnaissance. Mais je n'étais pas intéressé à relancer ces amitiés. S'ils avaient pu croire le pire de moi si facilement, c'étaient pas des gens que je voulais encore dans ma vie. Quant à Sophie, je n'ai même pas pris la peine de la confronter. À quoi bon? Elle avait déjà montré qui elle était. Et je n'allais pas lui donner la satisfaction de savoir à quel point elle avait tout détruit. Quelques jours plus tard, j'ai commencé à entendre des rumeurs. Même si j'avais coupé les ponts avec la majorité de notre cercle, certains continuaient à me tenir au courant, probablement par culpabilité d'avoir cru Sophie. Une amie, Sarah, m'a appelé et m'a dit, tu vas pas le croire, mais Sophie a été complètement mise à l'écart du groupe. Apparemment, dès que la vérité a commencé à circuler, tout le monde s'est éloigné d'elle. Marissa avait partagé les captures avec d'autres, et l'histoire s'était répandue comme une traînée de poudre. Sophie a essayé de se défendre. Elle disait qu'elle voulait juste protéger Elodie, que j'étais manipulateur et toxique. Mais plus personne ne la croyait. Elle part complètement en vrille, m'a dit Sarah en rigolant. Elle poste des pavés sur les réseaux, elle se dit victime, que tout le monde l'a trahi. Par curiosité, je suis allé voir ses profils depuis un compte incognito. Bien sûr, il y avait plusieurs publications dans lesquelles elle se plaignait de ses soi-disant faux amis. Une disait, les gens ne supportent pas la vérité. J'ai défendu Elodie quand personne d'autre ne l'a fait, et maintenant c'est moi la méchante. Pathétique. Les commentaires n'étaient pas vraiment de son côté. La plupart la recadraient sec, t'as rien aidé du tout. T'as juste foutu en l'air un mariage. Une personne a même écrit, regarde-toi bien en face avant de blâmer les autres. Et je dois dire que c'était satisfaisant de la voir enfin recevoir ce qu'elle méritait. Pendant ce temps, la vie d'Elodie n'allait pas beaucoup mieux. Elle était retournée vivre chez ses parents après tout ça. Et d'après ce qu'on m'a dit, l'ambiance était tendue. Sa mère, qui n'avait jamais vraiment eu confiance en Sophie, était furieuse en apprenant la vérité. Un ami commun m'a raconté une dispute particulièrement violente entre Elodie et sa mère. Apparemment, sa mère lui a crié, « Tu as jeté un homme bien pour une menteuse. Comment t'as pu être aussi stupide ?» Dur, mais pas faux. Elodie tentait de reconstruire sa vie, mais ça ne se passait pas bien. Elle avait essayé de recontacter certains de nos anciens amis. Certains l'ont écoutée, d'autres non. Beaucoup n'avaient pas envie de risquer d'être trahis comme je l'avais été. Elle a l'air malheureuse, m'a dit Sarah pendant une de nos rares conversations. Elle fait semblant d'aller bien, mais ça se voit qu'elle regrette. Quelques semaines plus tard, Sophie a perdu son boulot. Marissa, qui bossait encore dans la même boîte, m'a envoyé un message rapide, juste pour que tu saches, Sophie s'est fait virer aujourd'hui. Apparemment, sa réputation l'avait rattrapée. Les collègues évitaient de lui parler. Elle avait toujours aimé créer des tensions au bureau, mais après cette histoire, plus personne ne voulait d'elle. Finalement, son patron a fini par être au courant et l'a licenciée. Raison officielle, problème relationnel. J'aimerais dire que j'ai eu pitié. Mais non. Elle avait passé des années à manipuler les gens, à foutre le bazar. Et maintenant, elle en payait enfin le prix. Quant à moi, ma vie s'améliorait chaque jour. Un jour, des mois après toute cette histoire, je suis tombé sur Marissa dans un café. On a discuté un moment, et elle m'a raconté les dernières nouvelles. Tu sais qu'Elodie a recontacté Sophie il y a quelques semaines, m'a-t-elle dit en levant les yeux au ciel. Sérieux? Et alors, j'ai demandé, vraiment curieux. Elodie voulait s'excuser. Elle a essayé de recoller les morceaux. Marissa a haussé les épaules. Mais Sophie s'est juste foutue d'elle. Elle l'a traitée de pathétique et lui a dit qu'elle valait mieux sans elle. J'ai secoué la tête, entre amusement et écœurement. Ça ne m'étonnait pas. Sophie n'avait jamais su assumer ses actes. Marissa a souri. Bah, elles récoltent ce qu'elles ont semé. Avec le recul, je ne peux pas dire que je suis heureux que tout ça soit arrivé. Mais je suis reconnaissant de là où j'en suis aujourd'hui. La dynamique toxique entre Sophie et Elodie était une bombe à retardement. J'ai juste été le dommage collatéral. Mais au final, elles se sont détruites entre elles. Et moi? Moi, je suis parti avec une page blanche. C'est fou, la vie. Parfois, le karma ne frappe pas tout de suite. Mais quand il frappe fort. Elodie et Sophie l'ont appris à leurs dépens. Et honnêtement, ça me va.
Elles ont fait leur choix. Maintenant, elles vivent avec les conséquences. Moi, j'avance. J'ai reconstruit une vie qui me rend heureux, entouré de personnes qui tiennent vraiment à moi. Et c'est probablement la meilleure revanche que j'aurais pu espérer.